Cour d'appel de Montpellier, mardi dernier. Cet homme s'appelle Jean-Michel Bissonnet. Accusé du meurtre de sa femme, il est en prison depuis 18 mois. Depuis le début, son fils Florent le soutient. Depuis le début, Jean-Michel Bissonnet clame son innocence. Je suis à bout. Je suis à bout des accusations et qu'on ne veuille pas m'écouter. Je voudrais qu'on m'écoute et depuis le mois de janvier, on m'écoute pas. La justice a déjà refusé 8 fois ses demandes de mise en liberté. Aujourd'hui, c'est la 9e fois qu'il réclame sa libération conditionnelle. Florent, mais aussi son frère Marc, espèrent que leur père sera libéré. Aujourd'hui, on a perdu maman. Il ne peut pas nous arriver pire que ça. Et voilà. Et donc, on a notre père. On est persuadé qu'il est innocent. Et donc, on se bat pour le récupérer et vite. Le meurtre de Bernadette a eu lieu ici, il y a 1 an et demi, à Castelnau-le-Lay, près de Montpellier. Jean-Michel et Bernadette formaient un couple sans histoire. Ils vivaient paisiblement dans cette villa cossue. On trouve peu de couples qui, encore après 30 ans de mariage, restent collés l'un à l'autre toutes les soirées, tous les déjeuners, tous les dîners. Voilà, c'était plus que ça, ils étaient démonstratifs. Depuis 5 ans, Bernadette et Jean-Michel profitaient de leur retraite. La maman que j'ai vue depuis 5 ans, 10 ans, je ne l'ai jamais vue aussi épanouie. La seule chose que mes parents attendaient, c'était les petits-enfants. Et ça, c'était le rêve de maman et le rêve de papa. Et le drame dans cette histoire, c'est que ma femme est tombée enceinte 4 jours avant que maman décède. À l'heure du drame, le 11 mars 2008, Jean-Michel Bissonnet n'est pas là. Comme chaque mardi, il est à la soirée du Rotary Club. Il y avait une grande table qui était installée pour un dîner pour une vingtaine de convives. Et Jean-Michel était assis là, ici, juste au coin. Là, voilà. Moi, j'étais pas assis à côté de lui, mais il a eu un comportement tout ce qu'il y a de plus normal, amical, détendu, comme il savait l'être. À 22h, Jean-Michel rentre à la maison. Dans le salon, il découvre le corps ensanglanté de son épouse. Bernadette a été abattue de 2 coups de fusil de chasse. Immédiatement, il appelle les gendarmes. Ses fils apprennent la terrible nouvelle le lendemain matin. Comme dans les films, quoi. On s'écroule, on a les jambes qui sont coupées, quoi. Moi, personnellement, j'y croyais pas, j'y crois toujours pas aujourd'hui. On n'arrive pas, ma mère était tellement en pleine vie, on avait tellement de projets, tellement de choses à faire ensemble que... on n'y croit absolument pas. L'enquête commence. Devant les gendarmes qui l'interrogent, Jean-Michel évoque un nom. Méziane Belkacem, c'est le jardinier qui a travaillé chez eux le jour du meurtre. Les gendarmes entendent Méziane. Très vite, il avoue le crime. C'est bien lui qui a tué Bernadette Bissonnet. Mais il fait aussi une révélation incroyable. Il affirme avoir tué Bernadette à la demande de Jean-Michel en échange d'une grosse somme d'argent. Peu de temps avant les faits, donc, ils conviennent d'une somme que M. Bissonnet a lui-même calculé comme étant un prix honnête pour le travail qu'il confie à Méziane Belkacem, donc une somme de 30 000 € en échange de ce service. Après avoir abattu Bernadette, Méziane s'enfuit au volant de la voiture de sa victime. Blessé à la main, il abandonne la voiture 200 mètres plus loin et laisse l'arme du crime sur le siège du passager avant de prendre sa propre voiture. Mais les enquêteurs n'ont retrouvé aucune arme dans la voiture de Bernadette. Ils interrogent alors un autre homme venu chez les Bissonnet le jour du drame, le vicomte Amaury d'Harcourt. Il finit par avouer à son tour. Le soir du crime, c'est lui qui a récupéré l'arme et l'aurait jetée dans une rivière à 500 mètres de là. Et lui aussi dit avoir agi sur ordre de Jean-Michel Bissonnet. On connaît quand même assez bien notre père. Certains diront qu'on ne connaît jamais assez bien ses parents, mais on connaît quand même assez bien notre père. C'est quelqu'un d'intelligent, rigoureux, organisé, on va dire. On ne peut pas imaginer qu'il ait mis au point un scénario aussi bancal. Faire assassiner sa femme par son jardinier, qui est assez maladroit pour se tirer dans le pouce.
faire venir son meilleur ami, qui a 82 ans, qui n'est pas très fiable, pour récupérer l'arme, et la jeter dans le Lez à 300 mètres de la maison. Je veux bien croire n'importe quoi, mais celle-là, elle est belle quand même. Mon père est tout sauf con. Mais qui est donc Amaury d'Harcourt? À 82 ans, le vicomte vit à 500 km des Bissonnets, dans ce château, en Bourgogne. Descendant d'une des plus anciennes familles aristocratiques de France, dans les années 70, il est l'organisateur des chasses présidentielles de Valéry Giscard d'Estaing. C'est lors d'une de ces parties de chasse qu'Amaury d'Harcourt et Jean-Michel Bissonnet deviennent amis. Mais pour quelle raison Jean-Michel Bissonnet aurait-il fait assassiner son épouse? L'argent est peut-être le mobile. C'est en tout cas ce que prétend l'avocate de Méziane Belkacem. L'idée qu'être veuf, c'est plus avantageux qu'être divorcé, surtout quand on est en séparation de biens et qu'on a organisé une donation au dernier vivant. Une thèse contestée par les fils de Jean-Michel Bissonnet. On est aujourd'hui obligé, par la force des choses, de gérer la succession de notre mère. Et donc on a bien la preuve que papa est perdant dans l'affaire. Et donc que tous les biens de maman et papa, les biens de maman nous reviennent en direct et non pas à papa. Alors à moins que le plan de papa, c'est ensuite de nous faire éliminer, pourquoi pas? Mais j'y crois pas trop. Ça nous paraît être une thèse complètement stupide. Surtout nous imposer ça. Surtout nous imposer toutes ces épreuves et il savait très bien que voilà, sans notre mère, on est peu de choses aujourd'hui. Et ne serait-ce que par amour pour nous, et ça, personne ne nous fera douter de son amour pour nous. On peut pas y croire. On peut pas y croire. À l'époque, le vicomte Amaury d'Harcourt avait emprunté de l'argent au couple Bissonnet. Il y a à peu près 2 ans, mon père a prêté à Amaury 15 000 €, qu'Amaury n'a jamais rendu, mais mon père s'est dit que bon, après tout, Amaury l'avait aidé à se lancer dans la vie, il l'avait accueilli pendant 3 ans, donc c'était difficile de lui refuser. Puis dernièrement, Amaury, non seulement n'a pas pu rembourser le premier prêt, et on a demandé un second. Là, mon père a dit non, non, ma femme ne veut pas. On sait que maman ne l'apprécie pas, clairement, que lui ne devait pas forcément l'apprécier non plus parce qu'on n'apprécie pas les gens qui ne nous apprécient pas. Et voilà, elle le traitait de pique-assiette. Donc on peut très bien imaginer comment Amaury d'Harcourt a pu se dire c'est la femme qui est un obstacle. Le vicomte d'Harcourt serait-il le véritable commanditaire du meurtre? Depuis 18 mois, de nombreuses zones d'ombre subsistent. Un mobile obscur, pas d'aveu, un scénario incohérent. Il n'y a que les témoignages du jardinier et du vicomte qui accusent Jean-Michel Bissonnet. Mais pourquoi ces demandes de remise en liberté conditionnelle ont toutes été refusées? Pour la justice, l'argument principal est qu'une remise en liberté de Jean-Michel Bissonnet troublerait l'ordre public. On nous dit que l'opinion publique serait choquée par la remise en liberté de Jean-Michel Bissonnet. Nous, on pense que l'opinion publique est choquée par l'incarcération de Jean-Michel Bissonnet. Alors cette fois, pour appuyer leur demande, les fils de Jean-Michel Bissonnet et leurs avocats ont fait réaliser un sondage afin de savoir si la libération conditionnelle de leur père perturberait les habitants de la région montpelliéraine. Le débat, c'est pas du tout de savoir si papa est coupable ou innocent. Il y a la cour d'assises pour ça, il y aura un jury pour ça. Nous, le débat aujourd'hui, c'est de dire est-ce que n'importe qui, avant son procès, doit rester en liberté ou être mis en détention. Voilà, c'est tout. C'est le respect pur et simple de la présomption d'innocence. Seul fait que nous, qui connaissons le dossier, que le père de la victime nous soutienne et soutienne mon père également, et que tout l'entourage soutienne mon père, on devrait se dire, il y a peut-être un problème, prenons des précautions, mettons-le en liberté avant le procès d'assises. C'est tout ce qu'on demande aujourd'hui. On n'a pas demandé à l'opinion de juger l'affaire. C'est Claude Hugonnet, directeur d'une agence de marketing, qui a réalisé ce sondage il y a quelques semaines. On a monté un échantillon représentatif de la population de l'agglomération de Montpellier avec la méthode des quotas. Et tout ça a été fait par téléphone.
C'est-à-dire que par téléphone, on voyait si les individus correspondaient aux éléments du quota ou pas, bien sûr. L'administration, tout a été fait, les 500 entretiens ont été faits par téléphone. 10 jours plus tard, les résultats du sondage sont publiés. On constate qu'il y a pratiquement 72% des personnes interrogées qui ne seraient pas choquées, et en plus de la zone sur laquelle habite Jean-Michel Bissonnay, qui ne seraient pas choquées par une mise en liberté. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, ce qui est beaucoup. Ce sondage fait les gros titres de la presse locale. C'est la première fois en France qu'un détenu utilise cette méthode. Mais lors de la publication du sondage, l'avocat du frère de Bernadette Bissonnay s'indigne. J'ai surtout lu ce sondage parce que j'ai été appelé par mes clients qui m'ont dit « mais regardez, il y a une photo de Bernadette et de Jean-Michel Bissonnay avec des camemberts en dessous et avec des pourcentages. C'est terrifiant. » Je crois qu'ils ont été profondément choqués. La mort de leur sœur a été élevée au rang d'étude de marché et que la mort c'est quelque chose de douloureux, ça fait souffrir et il y a encore beaucoup d'émotions et qu'il ne faut pas tout mélanger. Pour Maître Abrakiewicz, ce genre de procédé pourrait provoquer des dérapages. On a demandé à l'opinion publique, à la rue, de s'exprimer et de donner son avis sur la présomption d'innocence et donc sur l'innocence ou la culpabilité de M. Bissonnay. Si on demande à la rue de s'exprimer, aujourd'hui sur l'innocence, demain elle s'exprimera sur la culpabilité et peut-être demain on aura des gens qui crieront à mort devant les grilles du palais de justice. Et c'est extrêmement choquant de demander à l'opinion publique, de demander à des gens qui ne connaissent pas le dossier de s'exprimer. A l'inverse, pour l'avocat de Jean-Michel Bissonnay, ce sondage est avant tout un élément d'information pour les magistrats. Alors on nous dit les gens ne sont pas au courant du dossier. Bien évidemment qu'ils ne sont pas au courant du dossier, mais le trouble à l'ordre public ne nécessite pas que tout le monde soit au courant de tous les détails de ce dossier. C'est une impression dans l'opinion publique. On demande simplement de savoir si on aura des centaines de personnes dans la rue si Jean-Michel Bissonnay est en liberté. Ce sondage, soit c'est un coup de génie, soit c'est un coup de folie. On verra plus tard. Ce qui est sûr, c'est que moi, je ne partage pas du tout ce procédé, ce genre de procédé. Ce sondage, avec des camemberts, c'est, j'allais dire, une étude de marché. C'est les termes de M. Bissonnay, c'est une étude de marché. Et la justice, c'est pas une étude de marché. C'est une preuve, c'est une expertise, c'est un élément que nous portons à l'appréciation des magistrats. Ce sondage permettra-t-il à Jean-Michel Bissonnay de sortir de prison ? Au tribunal de Montpellier, les juges le considèrent surtout comme un moyen de pression. Il irrite les magistrats. Peu importe que ça les énerve. On est là, nous, on ne porte pas atteinte ni à leur souveraineté, ni à leur légitimité, ni au système judiciaire. On amène un élément de preuve, qu'ils s'en expliquent, qu'ils viennent nous dire ce qu'ils en pensent, mais qu'on ne le passe pas sous silence, comme ça a été le cas devant le juge des libertés, et qu'on en parle partout, sauf dans le prétoire. Donc on attend que les magistrats se prononcent sur ce sondage. Marc et Florent se disent choqués par la réaction des juges. Leur père est en prison, alors que le vicomte Amaury d'Harcourt, présumé complice de l'assassinat, est lui libre, sous contrôle judiciaire. Ça nous peine beaucoup. Ça nous peine et puis ça nous fait enrager parce que c'est pas normal que, comme dit Marc, il y a un des trois, on va dire, pour l'instant des trois protagonistes, il y en a un des trois qui est encore en liberté, alors que lui a quand même avoué avoir participé au fait. Et je trouve que la justice, quand même, qui s'indigne pour des petites choses qu'on fait nous, devrait s'indigner de ça et devrait aussi nous féliciter qu'on reste avec un temps de calme dehors, alors qu'il y en a un qui a participé au meurtre de notre mère, qui est en liberté. Ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est que oui, on apporte un soutien à notre père, oui, bien sûr, on le défend, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même les enfants de maman et qu'on ne se battrait pas autant pour notre père si on pensait qu'il était coupable. Et aujourd'hui, le fait qu'on apporte du soutien à notre père, on a l'impression qu'on est presque complice aux yeux de la justice de ce qui s'est passé. Les juges libéreront-ils Jean-Michel Bissonnay ? La décision sera rendue le 6 octobre. Quant au procès devant les assises, il pourrait se tenir en juin 2010. Les deux fils de Jean-Michel Bissonnay espèrent que leur père pourra se présenter libre devant la cour. Quand il sera libéré, on se battra pour la vérité, parce que c'est avant tout pour ça qu'on se bat, et moi je veux que les coupables pour le meurtre de ma mère payent. Si on nous apporte les preuves que mon père est coupable, il payera. Mais aujourd'hui, ces preuves, on les a pas.